Bonjour et bienvenue sur le plateau de Valeurs. Alors, à l'occasion de cette 47e édition, j'ai le plaisir d'accueillir un phénomène. Respectablement évidemment. Il est conférencier, il est enseignant, il est chercheur, il est penseur. Il revendiquait 3 doctorats. Bonjour Idriss Aberkan. Bonjour. Alors évidemment, on ne va pas revenir sur la sempiternel débat sur les doctorats. 3 doctorats, ça impressionne nécessairement. Avant 30 ans, mais vous voyez... À 29 ans, oui. À 29 ans, ouais, 3 doctorats, dont un de l'école polytechnique, qui entre-temps a fusionné avec Saclay. Mais si je devais vraiment... parce qu'il ne faut surtout pas que ça devienne un message. Faites comme moi, ne faites surtout pas comme moi. Je suis un peu un dinosaure, en fait. Je suis un jeune vieux, parce que à notre époque, au XXIe siècle, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. C'est surtout pas ça qu'il faut faire. Les diplômes avant l'entrepreneuriat, les diplômes avant les projets, il ne faut pas faire ça. Et je vais vraiment le dire, j'ai perdu mon temps à les faire en partie. Pas celui de géopolitique qui m'a vraiment beaucoup servi et qui m'a beaucoup appris, mais par exemple celui de Polytechnique, c'était totalement inutile. Si j'avais créé ma boîte directement plutôt que de le faire, je pense que j'aurais gagné 3 ans. Donc c'est le message que je donne à tous vos auditeurs. Ce que je disais, c'est qu'on n'allait surtout pas aller dans cette voie-là. Nous vous faisons crédit avec honneur de ce beau palmarès. Et donc, votre activité, votre message, votre pensée construit l'activité de neurosciences, de neurosagesse, de neurobonheur peut-être. Ouais, on peut le voir comme ça. Voilà. Donc, ce qui va nous importer aujourd'hui, c'est de déterminer en 3 phases, donc homme, projet, structure, votre organisation. On va commencer par l'humain. Quelles sont les personnes et comment est-ce que vous avez organisé votre activité depuis le début? Donc 29 ans doctorant, comment est-ce qu'on est arrivé là? Donc oui, 29 ans du coup docteur, puisque c'était même le 3e à 29 ans. Et encore une fois, j'insiste, c'était pas essentiel de faire ça. Mais la vraie vie d'un homme, ça s'organise par du mentorat. En réalité, depuis l'Antiquité, depuis même le début de l'histoire, avant même la période classique, c'est le mentorat qui fait les hommes, les humains. Il nous faut une personne dont on peut s'inspirer, qui va nous transmettre des valeurs, des compétences. Moi, j'ai eu par exemple Gunther Pauli. J'ai eu des mentors aussi qui étaient évidemment des temps anciens, et c'est très important de s'inspirer de leur vie, de regarder ce qu'ils faisaient. Alors il y a Richard Francis Burton, qui est un de mes héros, qui parlait 29 langues couramment. Et d'ailleurs, j'en ai fait le héros de mon dernier jeu vidéo, pour enchaîner sur homme, projet, structure. Là, mon prochain grand projet, c'est un jeu vidéo éducatif que je livre pour le Royaume du Maroc, l'université Mohamed VI Polytechnique, qui a été créée par l'OCP, l'Office chérifien des phosphates. C'est la plus grande entreprise du Maroc. C'est 71% des réserves de phosphate mondiales. Et ils m'ont commandé un jeu éducatif pour apprendre les langues et les mathématiques. Ce jeu s'appelle Game of Logos et le héros est Richard Francis Burton parce qu'il parlait 29 langues couramment. Vous êtes kabyle et italien. Et soufi, de confession, c'est ça? Ouais, on peut voir ça comme ça. Donc est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Énormément. Ouais, énormément, parce qu'il y a une branche du soufisme qui s'appelle les Malamati, qui s'appelle la voie du blâme, et ce sont des gens qui rejettent absolument toute récompense et toute appréciation de leur père. Et c'est une voie soufie qui a plus de 1000 ans, les Malamati. Et en fait, selon les maîtres soufis, elle est même plus ancienne que ça, puisqu'elle serait antérieure au soufisme, elle ferait partie de ce qu'on appelle la Sophia Perennis, la sagesse universelle. Donc oui, le soufisme est un héritage qui a vu passer les plus vieilles universités du monde. Mon mentor aussi, que je n'ai pas connu, mais je porte son prénom, c'est Idriss Shah. Idriss Shah avait écrit un très très bel ouvrage qui s'appelait Les soufis dans les années 60, qui est un des ouvrages d'autorité du XXe siècle sur le soufisme. Et ce qui est fascinant, c'est que tout un tas de gens qui n'avaient jamais pratiqué le soufisme, qui n'y connaissaient absolument rien que ce qu'ils en avaient lu, ont écrit ce type ne pouvait pas être maître soufi, c'est pas possible. Le gars était maître soufi, issu d'une famille, issu d'une tradition. Et des types, tu vois, je sais pas, c'est comme si tu avais un commentateur sur Quora, qui disait, voilà, oui, j'ai lu quelques informations sur les pistolets, donc je sais mieux qu'un type qui est allé au front. Et ça a été un de mes mentors, Idriss Shah. Il a écrit d'ailleurs un très beau roman que je recommande qui s'appelle Karakouche. Il a été le mentor de Doris Lessing qui a eu le prix Nobel de littérature.
donc c'est pas rien du tout. Et ouais, Idriss Shah a été vraiment une des figures qui m'a le plus marqué. Et votre père, scientifique? Oui, scientifique. Alors c'est enseignant spécialisé en statistique, mais enfin en probabilité, pas en statistique, en probabilité, processus stochastique et en intelligence artificielle. Je me demanderai toujours si je m'appelle Ne me demandez pas de commenter ça. Je me demanderais toujours si je m'appelle pas IA en référence à ça, quoi. IA, et il bossait sur l'intelligence artificielle. Et déjà à l'époque, mon père était vraiment victime du racisme ordinaire en France, qui était alors évidemment beaucoup plus grand dans les années 80. C'était l'époque de Malik Oussekine, c'était toutes ces bêtises. Et évidemment, mon père étant spécialiste de probabilité et de processus stochastiques pour la protection des centrales nucléaires, a été assez souvent soupçonné de renseignement, soupçonné d'espionnage, évidemment à tort. Mais bon, c'était beaucoup plus du racisme que du travail de renseignement sérieux. Quelqu'un de sérieux aurait pu se rendre compte tout de suite que c'était un scientifique tout à fait compétent. Vous aviez également, je crois, un oncle scientifique qui a été assassiné? Alors non, ça c'est mon arrière-grand-père. Il n'était pas scientifique, il était avocat. Il a été avocat du FLN. Par contre, j'ai un grand-oncle qui a été conseiller d'État. Et c'est ça qui est marrant ou triste, ou j'en sais rien, dans l'histoire. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc mon arrière-grand-père était avocat du FLN. Et du coup, De Gaulle, comme il est assassiné par l'OS, il devient protégé par De Gaulle. Et la famille passe sous la protection de Gaulle parce que ils étaient les ennemis de l'OAS. Donc encore une fois, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. On comprend avec ça que le cadre familial est quand même propice à la création d'un bel esprit que vous avez. Et cet esprit donc s'est intéressé à la neuroergonomie. Et j'adore votre introduction aux conférences. Est-ce que c'est au pied de s'adapter à la chaussure ou est-ce que c'est à la chaussure de s'adapter au pied? Puisque je crois que les grognards de Napoléon avaient qu'un seul pied pour les deux chaussures. Ouais. Racontez-nous ça. C'est vraiment ça. C'est peut-être trop ça. Nous on pense, voilà, on a des chaussures, vous avez de très belles chaussures, on a des chaussures aujourd'hui pied droit, pied gauche, et on pense que ça a toujours été comme ça. Et c'est pas le cas. Les grognards de Napoléon, alors ils préféraient souvent prendre des sabots d'ailleurs, parce qu'il y avait un début de pied droit, pied gauche dans les sabots, mais c'était eux qui les prenaient à leurs frais. Sinon les souliers qu'on leur donnait, qui étaient en plus souvent en cuir un peu vert, donc à la moindre humidité, ça se resserrait, ça se déformait. Et ils avaient donc une paire de chaussures, mais c'était 2 fois la même. Et ils faisaient des marches de 40 km par jour avec 2 fois la même chaussure à chaque pied. Et ça, c'est une manifestation de ce que l'ergonomie du corps, déjà l'ergonomie physique, ça a été un combat. Il a fallu du temps avant qu'on prenne la conscience de l'importance de soir notre corps, de ne pas le conformer, de ne pas le restreindre, de le soir. Et pour le cerveau, on n'y est pas encore, du tout. C'est-à-dire que, encore une fois, un cordonnier qui dirait c'est pas du tout à ma chaussure de se faire à ton pied, mais c'est à ton pied de se faire à ma chaussure, il dirait mais tu connais pas ton métier. Eh bien, pour le cerveau, on en est là. Pour le cerveau, on en est là. On a tout un tas d'autorités qui peuvent être qui professeur au Collège de France, qui ci, qui ça. Ils disent non, c'est évidemment à ton cerveau de se faire à mon système éducatif et on va pas changer ça parce que tu sais, il faut souffrir pour apprendre. Bon. Et cette mentalité, elle est morte, elle est mourante. Bon, le 21e siècle, certaines institutions la maintiennent un peu sous vie artificielle, mais on le voit avec l'école 42 aujourd'hui, on le voit avec tous ces nouveaux mouvements éducatifs, les travaux de Céline Alvarez, qu'évidemment l'ergonomie du cerveau, ça devrait être la base, ça ne devrait pas être un combat. On y est, hein, on est dans le projet. La neuroergonomie, ça veut dire quoi? Ça recouvre quoi? Comme souvent... Pour un enfant de 6 ans. Hein. Ouais, ça recouvre accompagner les processus cérébraux normaux pour l'apprentissage. Je vais donner des exemples très concrets, mais au départ, ça vient de l'armée, enfin ça vient de l'Air Force en l'occurrence. Et au départ, c'est quelque chose de très concret. C'est Raja Parasuraman, qui est mort maintenant, qui, comme d'habitude à l'époque, est complètement rejeté par ses pairs de neuroergonomie. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? On est dans les années 60-70. Et il est donc bien sûr traité comme un guignol, mais l'armée, Air Force, qui est très concrète, qui a des objectifs très terre-à-terre, c'est pas faire une publication dans Nature, c'est il faut sauver un pilote. Là, c'est beaucoup plus sérieux. Et ce type, il l'appelle, ils lui disent mais nous, on a envie de savoir quelles sont les limites des prises de décision des pilotes. On a envie de savoir parce que la neuroergonomie au départ, c'est ça, ce qu'on appelle le facteur humain. Un pilote, quand il est dans son cockpit, quelles sont ses limites? En combien de temps il peut détecter qu'un missile lui arrive? Comment on pourrait faire en sorte qu'il comprenne la situation plus rapidement? Comment on pourrait faire en sorte de réduire ses temps de réaction? Et Raja Parasuraman va bosser 20 ans là-dessus, sur faire de meilleurs casques, faire de meilleures interfaces. On est à l'époque de ce qu'on appelle les HUD, affichage tête haute, qu'on trouve maintenant sur les voitures de luxe. Vous savez, on peut voir le kilométrage sur le pare-brise, etc. Ça peut être affiché comme ça. Et les HUD sont devenus un peu la norme d'ailleurs, avec différents projecteurs, systèmes de réalité virtuelle. Mais à l'époque, c'est le tout début.
Et Raja Parashuraman travaille donc sur comment afficher l'information de la façon la plus naturelle pour l'espace visuel et pour le cerveau du pilote. Et c'est ça l'acte de naissance de la neuroergonomie. Faire en sorte qu'un pilote puisse prendre des décisions plus rapidement. Et la métaphore qui est assez belle là-dessus, c'est qu'en fait, vous savez, dans la théorie d'Einstein, dans la relativité générale, on voyage dans le temps. Là, on est en train de voyager dans le temps, c'est-à-dire il y a 4 dimensions au minimum dans l'espace-temps, les 3 dimensions d'espace et la dimension de temps. C'est facile à comprendre. Ici, on s'est donné rendez-vous. Cet endroit, il est à un certain étage, qui lui-même est à l'intersection de 2 rues. Donc, on a les 2 dimensions de l'espace et la 3e dimension de l'espace qui est la hauteur, c'est l'étage du bâtiment. Et on s'est donné rendez-vous à une certaine heure. Si jamais on n'avait pas le temps, évidemment, on ne pourrait pas donner le lieu de rendez-vous. C'est ça, juste la notion d'espace-temps. Il faut 4 dimensions pour se donner un rendez-vous dans la vie de tous les jours. 3 dimensions d'espace, en incluant donc la hauteur, et puis une dimension de temps. Et pour Einstein, plus on voyage dans la dimension temps, moins on voyage dans l'espace. Plus on voyage dans l'espace, moins on voyage dans le temps. C'est-à-dire qu'un objet qui va vite, le temps s'écoule moins vite pour lui. Mais là où c'est beau, donc, c'est que pour un pilote classique d'avion, il se déplace dans l'espace. Mais nos enfants, c'est des pilotes dans le temps, ils représentent le futur. Nos enfants, ils devraient être dans un cockpit parce qu'ils voyagent dans le futur, pour le futur, c'est eux qui le construisent. Les remèdes contre le cancer, les remèdes contre la sclérose en plaques, le dessalement de l'eau de mer, les stratégies de résolution de conflits de demain, les stratégies de recyclage des déchets nucléaires ou des plastiques, etc. C'est eux qui vont les créer. Donc eux, nos enfants, il faut les voir comme dans un cockpit en train de voyager vers l'avenir. Et ce cockpit, il est tout pourri. Tant que leur cerveau ne chauffe pas trop. Oui. Donc, pour rafraîchir le cerveau, on va parler un peu d'amour. Mais oui. Et je vais essayer de résumer votre formule. Alors, c'est somme de pi, de phi. Ouais, c'est phi de k. Phi de k. Ouais. Et proportionnel. Proportionnel à at, donc le temps qui passe. Ouais. Et vous rajoutez factoriel amour. Donc, expliquez. C'est pas dans la formule, mais c'est effectivement c'est ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Parce que là, je pense qu'on. Non, mais vous savez, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont peur des formules mathématiques. Ils savent pas que les formules ont juste été inventées pour faciliter la vie des gens qui écrivaient. C'est une parenthèse intéressante, mais par exemple en français, on prononce pas toutes les lettres. C'est une langue, le français, où toutes les lettres ne se prononcent pas. Il y a des ENT, il y a des par exemple, puis en français, ça s'écrit UITS parce que ça vient du latin pitus. Et donc en français, on gardait l'étymologie. Il y avait 2 raisons de faire qu'en français on ne prononce pas toutes les lettres. Il y avait une raison classe qui était donc montrer l'étymologie, puis tous, puis très bien. Il y avait une raison pas classe du tout, c'était que les copistes étaient payés à la lettre. Et donc voilà, puis UITS. Allez, comme les notaires, notarus. Ah exactement, mais c'est vraiment ça, 3 lettres de plus, pas pour rien que c'est du droit romano-germanique. Et donc effectivement, on mettait 3 lettres de plus. Par exemple dans Rabelais, on peut avoir avec qui est écrit avec CQUE. Catching, 3 lettres de plus. Bon, les Italiens font pas ça, évidemment, et le latin, toutes les lettres se prononçaient, parce que le latin, c'était quand même une langue gravée au départ, avant les tablettes de cire, et quand vous allez graver une plaque, les lettres muettes, ça vous parle pas comme concept, hein, donc chaque lettre se prononçait en latin. Mais les notations mathématiques, elles viennent juste au départ de la volonté de mettre le moins de caractères possible. Pour quelqu'un qui écrivait, il fallait qu'il puisse écrire une formule avec le moins de caractères possible. Alors c'est ce qu'on appelle de la sténographie en fait. Et une sténographe, elle peut écrire quelque chose que tout le monde comprend, mais personne ne pourra le relire parce qu'il n'y a que elle qui sait se relire. Vous n'avez pas répondu à ma question là. Du coup, je veux juste désamorcer parce que dès qu'on met des équations, il y a des gens qui se disent c'est pas pour moi. Et c'est là qu'ils se trompent. Et c'est vrai que le système éducatif français les a encouragés à se dire c'est pas pour toi. L'éducation mathématique en France, c'est pour une élite. Et c'est une élite qui le reste à vie. C'est-à-dire, j'ai fait Polytechnique, je le suis à vie et j'aurai un meilleur salaire, etc. Donc, phi de k proportionnel à AT, c'est super simple comme formule. Ça veut juste dire que la connaissance qu'on récupère, phi de k, c'est le flux de connaissances, la connaissance qu'on récupère d'une source, un livre, cette vidéo, un jeu, n'importe quoi, est proportionnelle au produit de l'attention et du temps. Pour apprendre quoi que ce soit, il faut payer de l'attention et du temps. C'est tout. Et vous rajoutez amour. Non, c'est pour ça que je dis que l'amour est la meilleure façon. J'adorais ça, je vous disais. Ouais, c'est même pas que je le rajoute, ça vient naturellement de cette équation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut payer de l'attention et du temps pour acheter un savoir, pour le télécharger dans sa tête, eh bien naturellement, l'amour est la meilleure façon de donner de l'attention et du temps à un contenu. Si on adore quelque chose, l'adoration, même le principe même de l'adoration, même dans les temps antiques, les idoles, etc., c'était donner de l'attention et du temps. Quand on aime un sujet,
on lui donne de l'attention et du temps naturellement. C'est pour ça que le buffet de connaissances d'aujourd'hui vous révulse, parce qu'effectivement, on gave les cerveaux. C'est la loi du buffet. C'est le buffet en soi, il me révulse pas tant que ça, mais il y a cette belle scène dans Apocalypse Now où il y a un type qui est cuisinier pour l'armée, et puis on lui demande comment il s'est engagé, et il dit bah voilà, moi j'ai vu une fois, j'étais déjà engagé, c'était trop tard, mais je les ai vus amener des ingrédients magnifiques, vraiment de la viande persillée, un truc canon. Et puis les salauds, ils l'ont balancé dans de l'eau salée comme ça, puis ils l'ont mis à bouillir, alors que c'est pas du tout la bonne façon de la préparer. Et ça m'a écœuré, mais j'étais dans l'armée, je ne pouvais rien faire. L'éducation, c'est ça. Il y a des très bons ingrédients, très très bons ingrédients, ils sont cuisinés n'importe comment. Et la raison pour laquelle ils sont cuisinés n'importe comment, c'est le processus même de sélection des profs en France. Le CAPES, l'agrégation, il faut préparer un cours. Ok. Il faut préparer un cours pour faire le CAPES et l'agrégation. Mais ce cours, on le donne à ses pairs. On ne le donne pas à ses élèves, on le donne à des gens qui connaissent déjà le cours. Et du coup, ça encourage les personnes qui passent le CAPES et l'agrég à faire un cours le plus compliqué possible pendant leur examen. Et ça, on le connaît très bien, ce phénomène. C'est par exemple si vous voyez un défilé de mode. Un défilé de mode, la première chose qui vous frappe, c'est que jamais vous allez porter ça. Vous regardez un défilé de haute couture, vous regardez les robes, vous regardez les vieilles bottes en caoutchouc qui se mettent avec des shorts en flanelle. Je dis, mais jamais je vais porter ça dans la vraie vie. Pourquoi ils continuent à faire des défilés? Pourquoi? Parce qu'ils le font pour leur père. Un défilé de haute couture, c'est fait pour impressionner un autre couturier. C'est pas du tout fait pour être porté. Et ça ne sera jamais fait pour être porté. C'est juste fait pour impressionner d'autres designers qui sont entre eux et qui se jugent entre eux. C'est ce qu'on appelle très simplement l'entre-soi. Eh bien malheureusement, tous les cours de préparation agrég CAPES, c'est ça. C'est-à-dire c'est fait pour impressionner un type qui a déjà l'agrég, qui connaît déjà tous les contenus par cœur, et donc ça force les profs à surcomplexifier. Après, on les balance en banlieue face à des mecs qui ont vraiment besoin de porter le vêtement qu'ils vont réaliser, et ça ne marche pas. Alors Idriss Aberkane, pur produit de cette élite, fabriqué aussi, mais oui, vous l'avez rejeté, mais vous avez été éduqué. Si votre cerveau est aussi brillant aujourd'hui, c'est que... Demander à mes anciens profs quel genre d'élève j'étais, de demander à mon inénarrable ancien tuteur de Normal Sup qui vénère le QI par exemple, et qui a pendant 15 ans de sa carrière dit que le QI était la mesure la plus sérieuse de l'intelligence. Aujourd'hui, Nassim Nicolas Taleb, qui est un vrai probabiliste, un vrai mathématicien, qui boxe dans une catégorie très très au-dessus de ce pauvre individu, eh bien, a démontré que le QI n'était pas du tout une mesure sérieuse. Il a même dit c'est pseudo-scientifique. Demandez-lui à ce monsieur ce qu'il pense de mon adéquation aux élites et de mon adéquation à la conformité. Non, je l'ai rejeté. Mais en France, on ne peut pas critiquer le système si on n'en est pas issu. C'est tragique, mais on ne peut pas. Donc j'ai enseigné 7 ans à Centrale. Socrate a été condamné à boire la ciguë. Carrément, ouais, Socrate, effectivement, on l'a accusé de corrompre la jeunesse. C'est incroyable, c'est le plus grand philosophe de la période hellénistique. Il a été condamné à boire la ciguë. Mais cette idée, pourquoi? Parce que l'éducation, c'est toujours un enjeu politique. C'est ça qu'il faut retenir. Du temps de Socrate, l'éducation, c'était un enjeu politique. Aujourd'hui, l'éducation, c'est un enjeu politique. Et les pays qui ont un bon système éducatif ne politisent jamais l'éducation. La Finlande, la Suisse, jamais ils politiseront l'éducation, ces gens-là. Parce que l'éducation est trop sérieuse pour être laissée dans les mains des politiques. À ce stade, j'ai envie de faire une petite synthèse. Vous êtes un chercheur, vous êtes un scientifique, vous êtes un enseignant, surtout, ouais. Vous êtes un entrepreneur. Est-ce que vous êtes penseur? On est tous penseurs, c'est pas un statut. Hein. C'est pas un statut, mais on ne fait pas tous des conférences. Oui, on ne cherche pas tous à... La conférence, c'est juste de la transmission. Oui. Mais, on peut être penseur sans être conférencier, après tout, quoi. Mais... C'est pas votre cas. Oui, c'est pas mon cas parce que c'est devenu mon métier, effectivement. En partie, je passe à peu près un quart de mon temps à faire des conférences. Donc le reste, j'ai créé des entreprises. J'ai créé ma première entreprise à 23 ans au Sénégal, elle tourne encore. Et j'ai créé plusieurs entreprises, notamment en Suisse. Et j'ai ma fondation là-bas. Donc je suis avant tout entrepreneur. Et j'ai immédiatement créé des boîtes. Et c'est pour ça que j'ai jamais pu devenir fonctionnaire en France parce que j'étais entrepreneur déjà. Sa vocation, c'est de créer de la richesse. Oui. Est-ce que vous en créez? Ah oui, il n'y a pas plus important que ça. Et j'en crée puisqu'on me paye. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui considèrent que le temps que je leur donne, soit comme conférencier ou comme consultant international, soit avec des solutions logicielles que je crée avec des collaborateurs très très sérieux et très compétents, en blockchain, en jeux vidéo, enfin jeux sérieux, jeux éducatifs, comme ce jeu donc, que je vais sortir, Game of Logos, et qui était un chapitre de ma thèse de Polytechnique, mais je l'ai évidemment créé en Suisse parce que l'espace y était beaucoup plus propice, et c'est le Maroc qui a été le premier à me passer une commande très sérieuse sur ce sujet. Donc oui, c'est ça, créer de la valeur. Vous vendez du temps.
Vous en êtes Oui, d'attention. mais on vend des logiciels aussi. Donc, du coup, là, ce sont vraiment des technologies qu'on vend. Également, je fais de la recherche appliquée sur des techniques de dessalement d'eau de mer, des méthodes pour faire du fret aérien à bas coût. Donc, différents sujets de recherche qui peuvent créer beaucoup de valeur. Êtes-vous sportif? Oui, j'aime beaucoup la boxe. C'est vrai? J'aime beaucoup la boxe et l'histoire de la boxe. Ali contre Frazier, Frazier contre Foreman, tous ces trucs-là, ça m'excite incroyablement. Les cas vraiment des combats de boxe historiques, c'est très intéressant à étudier parce que ça nous apprend beaucoup de choses sur la stratégie, le mental, la persévérance, etc. Donc oui, j'aime beaucoup le sport. Est-ce que vous pourriez, en vous tournant vers cette caméra, nous indiquer ce qui porte vos valeurs, ce qui porte votre projet et ce qui est le plus important pour vous? Moi, tout mon travail, il consiste à désinstaller 2 mensonges de la révolution industrielle. Le premier, c'est nature ou emploi, il faut choisir. Là où il y a de la nature, il n'y a pas d'emploi, c'est la campagne. Et là où il y a de l'emploi, il n'y a pas de nature, c'est la ville. Et l'autre mensonge, c'est produire ou s'épanouir, il faut choisir. Soit on est productif et on est dépressif, soit on est épanoui mais on est un glandeur. Si on désinstallait ces 2 mensonges de l'échelle mondiale, eh bien l'écologie ne serait plus un problème et le repos, les congés payés, etc. seraient plus dans un débat syndical permanent entre tous les travaux sont pénibles, on ne peut pas s'épanouir au travail et en même temps il n'y a qu'un employé qui est prêt à se suicider, qui va être productif, sérieux et qu'on devrait recruter en premier lieu. Donc pour moi les grandes choses qui détruisent le monde aujourd'hui, c'est cette idée qu'on ne peut pas avoir l'écologie et l'économie. Et on le voit dans tous les camps, je veux dire, du côté de Greta Thunberg, on a clairement l'idée qu'on n'aura jamais économie et écologie, mais du côté des industriels, pareil, ils sont d'accord là-dessus. C'est la seule chose sur laquelle ils sont d'accord. Ils se font la guerre, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas dans le même camp, mais la seule chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est qu'il faut faire la guerre et qu'on n'aura jamais économie et écologie en même temps. Eh bien, dans les débats syndicaux et dans les débats sur la pénibilité au travail, mais d'une façon générale, les débats sur l'intelligence artificielle, le recrutement humain, c'est la même chose, c'est-à-dire soit Elon Musk dit on se met des implants dans le cerveau et on pourra être compétitif face aux IA, mais on ne va jamais gagner face aux IA parce que de toute façon, elles vont être meilleures que nous et nous les humains, on ne peut pas être productif en restant épanoui. Si on arrivait à désinstaller ces 2 mensonges, je pense que le monde entier changerait de visage. Waouh, comment je conclus là? Alors on va dire, seule la lumière peut chasser l'obscurité. Et même l'obscurantisme, n'est-ce pas? Ouais, Martin Luther King. Merci beaucoup. Merci beaucoup.